Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maude Calvès, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute! Ce mois-ci, on part à la rencontre de Silverio, un homme bolivien de 73 ans, conducteur de bateau pour touristes sur le lac Titicaca. Là, c'est le moment où il faut qu'il dise la petite phrase. Et c'est très compliqué, autochtone, c'est pas vraiment un mot qui existe. Usted está escuchando Autochtone, Autochtono podcast. Podcast. Eso. Hola, mi nombre es Silverio Aruata. Je m'appelle Silverio Aruata. Vous êtes en train de m'écouter et je vous envoie mes salutations très cordiales et affectueuses. Cordiales. À la base, ça ne devait pas vraiment être lui. J'arrive en Bolivie depuis le Pérou par la frontière avec le lac Titicaca. Ça veut donc dire un passage obligé à Copacabana. N'imaginez pas la plage à Rio de Janeiro. Le week-end ici, c'est aussi l'effervescence, mais on reste quand même loin de l'ambiance brésilienne. L'eau ici, c'est celle du plus haut lac navigable du monde, à 3840 mètres. On est aussi au bord du plus grand lac d'Amérique latine. Le Pérou est à une demi-heure à peine et beaucoup de touristes viennent profiter des 3 attractions principales, les îles flottantes, la bénédiction de voitures et l'Isla del Sol. Là-bas, sur cette île du soleil, on retrouve des ruines pré-incas, des jolies balades et une atmosphère très paisible dans laquelle je reste quelques jours. Au bord du lac, plein de restaurants, des châteaux gonflables et le week-end, beaucoup de touristes. Alors, quelles conséquences ça a sur cet endroit sacré ? Je voulais connaître la réponse, donc rencontrer un conducteur de bateau, ça me semblait plutôt cohérent. Celui qui me conduit à Isla del Sol accepte, puis me pose un lapin. Je retourne donc sur le port de Copacabana pour trouver quelqu'un d'autre. Et là, un rabatteur me montre un groupe de 3 Boliviens juste derrière lui. Ah, ok. Y el señor le va a explicar mucho Puede mejor. explicar el cambio y todo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Sí, señorita. Estoy buscando una conductor de bote que tiene muchas experiencias y que puede explicarme el cambio con el turismo aquí, cómo fue antes y cómo es ahora. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos? Muchas gracias, sí, qué lindo. On est venu se mettre sur la berge pour s'éloigner un petit peu du bruit pour pouvoir faire l'interview parce qu'il n'a pas trop de temps. Silverio est amusé. Ça se voit dans ses yeux rieurs, avec son brin d'herbe dans la bouche et un chapeau blanc sur la tête. Il me fait signe de le suivre. Il est né ici, alors l'histoire du village, c'est par cœur. Comme à peu près tout le monde à Copacabana dans les années 50, les parents de Silverio sont agriculteurs. Ils font partie de la communauté Aymara, l'un des groupes ethniques les plus importants et influents de la Bolivie, dont la langue est parlée par presque 2 millions d'habitants et d'habitantes. De ses 5 frères et sœurs, Silverio est le seul à être resté à Copacabana. Les autres sont partis à La Paz, la capitale, à 3h30 de là, pour avoir de meilleures perspectives d'avenir. À l'époque, il y a peu de touristes, donc peu d'opportunités. Silverio, lui, commence à manœuvrer des bateaux très jeune et n'a jamais vraiment connu d'autres métiers. Cuando yo empecé a trabajar acá con 10 años, eran botes a remo, era un poco difícil. Yo niño. J'ai commencé à travailler ici quand j'avais 10 ans. À l'époque, c'était des bateaux à rame. C'était difficile. J'étais un enfant et je devais beaucoup travailler. Bien avant, Copacabana était très pauvre. On vivait de l'agriculture, du bétail. Il y avait très peu d'argent. On vivait dans la pauvreté. Je parle des années 70. Il n'y avait pas beaucoup de touristes. Aujourd'hui, il y en a plein. En ce temps-là, l'eau était super propre et le village tout petit. Donc, à l'époque, les gens étaient essentiellement agriculteurs. Ils plantaient des légumes, des carottes, des salades, des tomates, des patates, des haricots, de tout. C'était une bonne terre pour cultiver. Ahora ya no se trabaja mucho la agricultura. Hoteles, restaurantes, lanchas. Mais aujourd'hui, on ne travaille plus vraiment la terre. Aujourd'hui, tout est pour le tourisme. Des hôtels, des restaurants, des bateaux. Et c'est dommage parce que quand il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'argent.
Et les enfants, les jeunes, ne savent plus comment cultiver. Mais le tourisme amène beaucoup de travail, une certaine économie, et nous permet d'avancer. C'est mon travail. J'ai toujours travaillé avec les touristes, et je vais mourir ici. Je n'ai pas d'autre métier. Je suis du 3e âge, j'ai 73 ans, alors je ne peux pas travailler ailleurs. Porque no tengo otro trabajo, ya soy ya tercera edad, tengo 63 años, entonces ya no puedo trabajar en otro lugar. Là, je suis sur le bord du lac Titicaca, donc à Copacabana. Il y a plein de bateaux. Ça commence à être le coucher du soleil, donc les lumières commencent à changer. Il commence à y avoir un voile un peu qui se met sur le lac Titicaca. Je commence aussi à être aveuglée du coup par la lumière qui se reflète sur l'eau. Tout le côté droit, donc ce sont les bateaux qui partent emmener les touristes visiter soit les îles flottantes sur la gauche, soit sur la droite, l'Isla del Sol et l'Isla de la Luna. Et donc tout le côté gauche, c'est réservé aux kayaks. On peut louer une espèce de petite embarcation en forme de cygne pour se balader sur le lac. Une embarcation aussi en forme de dragon. On a des perroquets. C'est le côté un peu balnéaire quoi, du lac, vraiment qui occupe tout le côté gauche, avec également plein de petits restaurants. Toute la côte en fait est occupée par des grands hôtels, des grands complexes touristiques. Ce que dénonce Silverio en disant que ce sont les riches qui ont le plus et qui donnent le moins et qui détruisent la nature et qui sous-payent leurs employés. Donc selon lui, voilà, c'est sa vision de la répartition des richesses à Copacabana. Para mí no creo, por culpa de los grandes ricos, y jamás va a haber paz en el mundo. Je ne pense pas que la paix dans le monde soit un jour possible, à cause des bourgeois et des pays riches. Il n'y aura jamais de paix dans le monde, ni même ici. En Bolivie, la paix n'existe pas, à Copacabana non plus. Ici, il y a 4-5 personnes riches qui ont plein d'hôtels, de voitures. Je ne les envie pas, tant mieux pour elles, mais elles n'ont pas une bonne mentalité. Les gens ne se disent pas « j'ai de l'argent et cette personne a besoin de travailler ». Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des restaurants ici, des hôtels là-bas. Bien sûr, ils emploient du monde, mais ils payent très peu. En Bolivie, le salaire minimum vital, c'est 293 €. C'est la loi, mais ils payent 160, 200. C'est ça le problème avec les riches, et ça vaut pour le monde entier. Par exemple, ici, à Copacabana, une personne a 8 hôtels, avec des bus internationaux qui amènent les touristes directement dans les hôtels. Il y a des restaurants dedans. Alors les touristes passent du bus à l'hôtel, au restaurant. Un jeune qui se lance et qui a fait un emprunt à la banque n'a aucune chance. Si les touristes vont manger ou dormir chez lui, le propriétaire de l'autre hôtel va lui faire un prix ou lui offrir le petit déjeuner gratuit. Si tu es touriste, qu'est-ce que tu choisis? Et celui qui commence avec un emprunt sur le dos se retrouve avec rien. Desayuno gratis, dice, ¿cuál prefiere usted? Y el que está empezando no tiene nada. Y también hacen maldad al ser humano, a la naturaleza. Mira, de algunos hoteles. Ces mêmes propriétaires font aussi du mal à la nature. Quelques hôtels rejettent directement leurs eaux usées dans le lac. Et les autorités ne font rien. On demande aux maires, au conseil, et ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Mais il ne se passe jamais rien. Voilà la situation. Donc dans le monde, pour moi, non, la paix n'existera jamais. Nada. Esa es la situación. Por eso yo digo de que para mí en el mundo no va a haber paz. No. Oiga, los hurcanubes, los atracapuertas, 10 plátanos de 3.000. Copacabana est donc passé de petits villages d'agriculteurs paisibles à grandes stations balnéaires. Sur place, il y a une large rue touristique remplie de restaurants, d'agences de voyage et de magasins de vêtements et souvenirs. Beaucoup de touristes péruviens viennent aussi faire bénir leurs voitures. Des files de véhicules se garent devant l'église, décorée avec des couronnes de fleurs et des petits chapeaux, en attendant le passage du curé et de l'eau bénite. Les propriétaires invoquent la protection de la Vierge de Copacabana en brûlant un cierge avant de verser de l'alcool sur leur voiture, camion ou moto, en guise d'offrande. ¿Flotantes? ¿A la flotantes? Sí. ¿Cuánto cuesta? A 20 bolivianos ida y vuelta. Vale. ¿Y a cuánto tiempo es?
En Bolivie, il y a d'abord le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, puis le lac Titicaca. Ce sont les deux grandes destinations touristiques du pays et c'est à Copacabana que tout se passe pour le lac. Alors sur place, difficile de se passer du tourisme. Mais qui dit tourisme dit aussi pollution. Tous les ans, hors Covid, plusieurs centaines de milliers de touristes visitent la région et génèrent donc énormément de déchets, d'eau usée déversée directement dans le lac sacré. Plus de 25 rivières viennent alimenter ce lac. Je ne vous parle pas de l'état de celles qui arrivent depuis La Paz. En fait, si, je vous en parle. Métaux lourds, médicaments, excréments, les algues vertes finissent par contaminer le Titicaca au point que certains habitants ont dû faire une croix sur la pêche. Ya no hay muchos peces. Antes había muchos peces. Esto es producto de la contaminación. Antes, yo te hablo de hace unos 20, 30 años atrás. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de poissons. Avant, il y en avait plein. Et c'est à cause de la contamination. Il y a 20-30 ans, ici, il y avait des truites, des poissons d'argent énormes. Avant, c'était magnifique parce que la nature était pure, pas contaminée. Quand j'étais enfant, je buvais l'eau du lac directement. Mais aujourd'hui, non, elle est trop polluée. Il y a beaucoup de poubelles jetées par les touristes. On y fait attention, nous. Avec les conducteurs de bateaux, on a un syndicat. On nettoie. Regarde autour de toi. Tu ne peux pas voir de déchets, mais hier, il y en avait plein. Tous les vendredis, à 6 heures du matin, on nettoie la plage. Et tous les vendredis, on ramasse au moins une tonne de déchets. 6 de la mañana empezamos a limpiar todos. En toda la playa, por lo menos una tonelada. Le tourisme, c'est aussi le début de la fin des traditions pour Silverio. Les restaurants remplacent les plats boliviens par les burgers et les habits traditionnels deviennent des jeans et des paillettes. L'alcool aussi, plus accessible, commence à toucher les jeunes de plus en plus tôt. Il est loin, le sacré du Titicaca, et Silverio le regrette. Sacré, mais pourquoi ? Déjà, sachez que cette étendue d'eau de plus de 8500 km² se partage entre le Pérou pour un peu plus de la moitié et la Bolivie. Je vous le disais, c'est le plus grand lac d'Amérique du Sud avec 41 îles dessus. Selon l'une des nombreuses légendes, avant que ce lac n'existe, les hommes vivaient tranquillement dans une vallée fertile. Tout se passe bien jusqu'au jour où le diable décide de mettre la pagaille et leur demande de partir chercher le feu sacré dans la montagne, un lieu pourtant interdit par les dieux. Alors, en guise de punition, les humains se font poursuivre par des pumas. C'est un massacre, seul un couple survit. En voyant ça, le dieu du soleil, vénéré par les habitants, pleura pendant 40 jours et 40 nuits. Il inonda la vallée et créa donc le lac Titicaca. Les pumas, eux, se transformèrent en pierre. Titicaca, ça viendrait de Titicarca en aymara, autrement dit, le lac aux pumas de pierre. Aquí en Copacabana había habido dos grupos, Aransaya, los criollos del lugar, y los urinsayas, los españoles, o mezcla. En esas épocas, una costumbre, una cultura propia de... Après le colonialisme, il y avait deux groupes ici à Copacabana. Les Aransai, les autochtones, et les Urinsayas, les Espagnols, ou des mélanges entre Urinsayas et colons. À ce moment-là, il y avait une culture propre. Les autochtones ne connaissaient pas notre Dieu actuel. Ils adoraient les montagnes, les pierres, l'eau, la nature. Avant le colonialisme, les Incas savaient vénérer leur Dieu, le principal, le soleil. Et le soleil nous donne de l'énergie. Sans soleil, on meurt. Il nous donne la chaleur et la force. Le soleil, c'était le Dieu suprême. Ensuite, c'est son épouse, la lune, puis la terre. Et sur la terre, il y a l'eau. Elle nous donne la vie, irrigue notre cœur, notre sang. Sans eau, il n'y a pas de sang. Et on meurt. L'eau, c'est le sang de la terre. Et la terre, c'est la mère de l'être humain. C'est comme Tété, le sein de sa mère. C'est pareil. L'eau, c'est le lait de la terre. Cuando somos niños, mamamos, ¿no? Leche, igualito. Es un significado del agua que la madre tierra nos da. Vida.
Avec 73 ans de vie, autant dire que Silverio en a vécu des choses. Parmi elles, une histoire particulièrement douloureuse. Une relation de plus de 20 ans qui se termine sans un mot du jour au lendemain, avec un placard vide au réveil et 7 enfants à charge. C'est son plus grand malheur, mais ce n'est pas pour autant que Silverio a perdu foi en l'amour. El amor. Bueno, hay diferentes situaciones en el amor. Enamorarse de una dama y tener amor al prójimo. Il y a plein de façons d'aimer. Tu peux t'emmouracher d'une femme, aimer ton prochain, travailler avec tes collègues avec amour, servir ses clients avec amour, respect. L'amour, c'est le respect. Toujours. Si je respecte mon épouse, elle me le rendra. Si je respecte mes collègues, si je les traite avec amour, ils feront pareil pour moi. Y el amor hace mucho, mucho. Por ejemplo, en mi trabajo, yo siempre les hablo a mis clientes con amor, con respeto, les explico. L'amour fait beaucoup. Dans mon travail, je respecte toujours mes clients. Je leur explique des choses. Ils pensent donc que je suis une bonne personne et me donnent des pourboires. C'est de l'amour, ça, du respect. Parfois, ils me recommandent à d'autres touristes. Toutes ces choses, pour moi, c'est de l'amour. Le respect dans la famille, avec ses voisins, dans le village. Eso es para mí el amor, eso. Tener respeto dentro de la familia, dentro de los vecinos, dentro del pueblo, hablar con respeto, con amor, todo eso. Ese es el amor para mí. Cet amour, désormais, il le trouve auprès de ses enfants dont il est très fier. Surtout le petit dernier, Sergio, qui a pu accomplir l'un de ses rêves, devenir soldat et réussir des examens physiques malgré les séquelles d'un accident de voiture. Presque tous ses enfants ont une famille, un métier, et ça le rend heureux. D'ailleurs, quand je lui ai demandé quel rêve il entretenait, la réponse était courte, que mes enfants vivent en paix toute leur vie, pas plus. Lui, il a 73 ans et c'est plus vraiment l'âge pour penser à soi. Por la apariencia, mira, cabellos blancos. Il enlève son chapeau, il me montre ses cheveux blancs. Y yo jugaba antes fútbol, me gustaba mucho fútbol. Je me rends compte que je vieillis en me voyant. Regarde-moi. Avant, je jouais au football. J'aimais beaucoup ça. De mes 15 à 40 ans, j'y ai beaucoup joué. Mais aujourd'hui, j'ai 73 ans. Je n'ai plus la force. Je ne peux plus courir. Mais ma façon de penser, mes envies sont toujours les mêmes. J'aimerais pouvoir jouer à nouveau. Il y a aussi la nourriture. Quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup, j'étais bien en chair, mais aujourd'hui, je dois faire attention aux quantités. Mon corps rapetisse. Mes os me font mal quand il fait trop chaud ou trop froid, j'ai mal aux genoux. Et je ne vois pas beaucoup. Je fais attention à tout maintenant. Avant, je pouvais sauter d'un bateau à un autre, j'étais super fort, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Le corps ne répond plus de la même façon, et c'est comme ça que je me rends compte que je vieillis. Et ça m'inquiète, parce que je me demande dans 5 ans, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Da pena, preocupación, porque unos 5 años más, ¿qué puede ser? Alors, on va voir son bateau. Il s'appelle le Kamisaki. C'est un grand bateau, hein. Il y a pas mal de monde qui peut monter à l'intérieur. Kamisaki, ça veut dire comment ça va. Sí. Ok. A usted le está diciendo mi bote, ¿cómo estás? Ah si, vale. C'est un grand bateau, peint en blanc, en jaune et en bleu. Je vais le prendre en photo pour faire la photo du capitaine dans son bateau et donc il me sort le gilet qui va bien pour pouvoir prendre la photo, le gilet de sauvetage. C'est vrai. Avant un énième voyage aux commandes d'un bateau plein de touristes sur un lac sacré, Silverio aimerait vous poser une question. Yo, a los que me están escuchando, ¿qué piensan ustedes? À ceux qui m'écoutent, qu'est-ce que vous pensez du monde? Comment peut-on aider la nature? A la madre tierra, a la naturaleza. Merci pour votre écoute attentive, j'espère. Merci évidemment à Silverio qui a chamboulé son après-midi pour me raconter son expérience. C'est mon père, Laurent Calves, qui a doublé sa voix. Merci à lui. Le mois prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez en écouter d'autres sur la web radio Allô la planète. Et puis, ça n'a pas changé. J'ai toujours besoin de vous pour faire connaître ce podcast. Vous m'aidez beaucoup en le partageant sur vos réseaux sociaux, en réagissant avec des cœurs, des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et puis,
en vous abonnant bien sûr. Moi je vous dis au mois prochain et hasta luego.